Bien. Maintenant que je vous ai enseigné les deux flux, les deux possibilités d'importation à base de fichiers, on va faire un petit chapitre, même deux, pour avoir les settings d'importation et les settings AMA, un peu chiant. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, voilà, c'est vraiment indispensable dans Media Composer de savoir maîtriser les settings. Hein. Et d'un autre côté, c'est un énorme avantage parce que vous avez vraiment la main mise sur votre workflow. Et je vous le dis, c'est principalement pour cette raison que Media Composer est encore très utilisé dans le cinéma. C'est ça qu'on aime beaucoup. Voilà, donc, une petite chose à dire sur les settings. Comme vous voyez, il y en a de trois types. Il y a les settings user qui sont en fonction de l'utilisateur. Il y a les settings projects qui sont en fonction du projet, donc qui influent sur le projet. Et il y a les settings sites qui sont de base enregistrés dans la machine. On peut créer soi-même ses propres site settings. Autrement dit, c'est settings de base qui ne vont pas être modifiés, qui seront de base que vous changiez de user ou que vous changiez de projet. Comme je vous l'ai expliqué, je pense qu'il est important de vous préciser que je vous ai expliqué les deux styles d'importation pour un flux à base de fichiers. C'est-à-dire pour des fichiers qui sont à la base sur votre PC ou sur une carte SD, c'est-à-dire donc des rushs numérisés de base. Mais vous pouvez aussi partir par exemple d'une cassette mini DV, les anciennes caméras, ou d'une cassette HDV, ou d'autres supports type Betacam SP, tout ça. Tout ça, ça peut se faire aussi directement dans Media Composer. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise Tools, l'outil Capture. Et c'est là qu'on fait ce qu'on appelle digitaliser les cassettes, si on vient d'un support matériel. Bon, ici malheureusement, je n'ai pas de VHS ou de lecteur Betacam SP, donc je ne saurais pas vous montrer ça. Ceci étant dit, si vous désirez vraiment que je vous montre la capture, pour apprendre comment ça fonctionne, parce que comme vous voyez, c'est de nouveau assez touffu, eh ben laissez-moi encore une fois un commentaire, il n'y a pas de problème, ce sera avec plaisir. Bien, alors attaquons-nous maintenant aux settings d'importation. On va d'abord parler de l'importation donc en ingestion, j'aborderai l'AMA après. Eh bien évidemment, le premier settings à vérifier, c'est Import. Alors ici, je vais aborder les problèmes que vous pourriez avoir, que vous avez peut-être eu, et qu'on a eu dans le chapitre précédent. À savoir déjà si éventuellement vous avez utilisé vos rushs à vous, et que vous avez fait un mélange SD-HD. Ben, vous avez peut-être vu que vos rushs SD, ils se sont déformés. Ils se sont déformés ou alors que vous avez perdu une partie de l'image, etc. Voilà, c'est à cause de ce settings-ci. En fait, Image Size Adjustment, ça veut dire que quand vous allez importer une image, il va automatiquement resizer, donc modifier la taille de l'image pour l'adapter au format de votre projet. Éventuellement, c'est un workflow qui peut marcher. Moi, je vous recommande plutôt de passer en Do Not Resize Smaller Images. Comme ça, déjà, vous évitez ces problèmes. Donc, à savoir, vous allez vous retrouver avec des images qui vont avoir exactement la taille qu'il faut par rapport à la taille donc dans laquelle votre projet est configuré. Si vous avez par exemple dans un projet qui est configuré en 1920 x 1080 et que vous importez un rush qui est en 720 x 576, vous allez voir l'image donc plus petite, ainsi. Parce qu'elle va prendre 720 pixels sur 576 sur les 1080 et 1920. C'est clair pour vous ça? Et en fait c'est plus pratique. Éventuellement si vous voulez les resizer, vous pouvez les resizer manuellement, je vous expliquerai tout ça moi-même. Et ce sera d'autant plus pratique lorsqu'on va parler des effets spéciaux et qu'on va devoir importer des logos, etc. Donc je vous recommande de passer en Do Not Resize Smaller Image. Alors ensuite, le second, je vous avais parlé d'un problème qu'on a eu. Je vais vous le montrer, je vais laisser comme ça pour l'instant, regardez. Je vous avais parlé d'un problème ici. Eh bien, regardez, on va rester sur cette image-là, regardez. Je vais aller prendre le même rush, le MVI 3422, et je vais l'ouvrir avec QuickTime. Je vais aller au même endroit. Plus ou moins. Regardez, là on voit bien. Regardez, il y a un problème là. Vous le voyez? Regardez, je vais le mettre ici. Voilà, regardez, il y a un problème là. Vous avez vu les couleurs ici? Vous avez vu là? Il y a un petit souci. Regardez les noirs. Ils sont gris. Regardez la veste de Tarek. Ici, elle est grise. Là, elle est noire. Elle est bien noire. Ici, on a une image qui est parfaitement bien contrastée. Là, non. Nous avons typiquement ce que nous appelons en étalonnage une image laiteuse. Les noirs sont écrasés. Le contraste est écrasé. Comment ça se fait? Facile. En fait, je reviens sur mon settings import. Regardez, quand il importe, il prend le profil colorimétrique
Computer RGB, Red Green Blue, rouge vert bleu, RVB. Alors que ici, nous ne sommes pas en RGB, nous sommes en YUV. Je vous expliquerai en fait ce que c'est vraiment la différence entre les deux dans la partie étalonnage, mais en fait, pour faire simple, c'est une méthode de restitution des couleurs. RGB, c'est le mode de restitution de l'informatique. Votre ordinateur, il restitue les couleurs en RVB. Le 601 SD 709 HD, qui est aussi qu'on appelle aussi le YUV, c'est en fait la norme télévision. Quand vous êtes en télévision, vous travaillez en YUV, en fait. Donc majoritairement, les caméras que vous allez employer, elles vont capturer en YUV. En l'occurrence, les rushs que vous avez sont en H264, ils viennent d'un 550D, ils sont en YUV. Et le problème, c'est que en YUV, les noirs sont du niveau 0 au niveau 16. À partir du moment où vous êtes entre 0 et 16, vous êtes dans du noir. Si vous êtes, je parle en 8 bits, mais vous pouvez être en 10 bits, à savoir au lieu d'être de 0 à 255 en 10 bits, vous êtes de 0 à 1023. Mais en RGB, le noir, il est à 0. Si vous êtes au-dessus, si vous êtes 1, 2, vous êtes dans du gris. Alors ici, forcément, si ici j'importe une vidéo qui est en YUV et que mon noir ici est affiché dans les niveaux 0, 16, ben ici, si je calcule, s'il reprend en RGB, il va dire que ce noir-là, il est pas à 0, donc c'est pas du noir. Vous comprenez? Donc, il est nécessaire de cocher ceci si vous travaillez avec des rushs YUV. À l'inverse, si vous travaillez avec des rushs RGB, là, vous allez avoir le phénomène inverse, à savoir que vous allez avoir des vidéos qui vont être hyper contrastées. Vous allez perdre des... On aurait perdu, en fait, la veste de Tarek ici serait beaucoup plus noire et on aurait perdu des détails. On aurait perdu, vous voyez, on aurait perdu, par exemple, les contours ici de ses épaulettes. Hein, on aurait perdu ses poches ici. On aurait perdu plein de détails. Et évidemment, les blancs auraient été beaucoup plus blancs. Vous voyez, donc on aurait perdu encore une fois des détails dans les blancs. Donc, c'est très important. Ce settings est très important. C'est ça dont je vous parlais aussi. Je vais l'activer. C'est ça dont je vous parlais aussi ici. Vous voyez, quand vous configurez votre format, le color space, ben c'est ça, c'est la même chose. RGB 709 ou YCBCR. YCBCR, c'est le YUV. Alors, ça, donc, ce que je vous ai montré, le settings import, c'est comment il va importer, transcoder vos médias. Ici, c'est comment il va lui-même afficher comment lui-même, par le projet, il va afficher donc le résultat final. Donc ici, si on est en color space YCBCR, on est dans le bon. Si par contre, en revanche, je passe en RGB, je vais avoir exactement le même phénomène, mais à ce niveau, au niveau de ce visualiseur, excusez-moi, si. Donc à savoir quand je vais travailler. Donc ici, on est bon. Je vais pas le changer. Et donc maintenant que j'ai configuré cela, regardez maintenant. Ah oui, petite information pour savoir si vos rushs sont en YUV ou en RGB. Hein, je vous donne la petite astuce. Vous ouvrez avec VLC. Voilà, ouvrir avec VLC, voilà. Hein, et vous faites POM-I, CTRL-I sous Windows. Détail des codecs et regardez ici, format décodé, planar, 420, YUV. C'est indiqué là. Si vous voyez ici RGB, ben alors vous êtes en RGB. Ça va, comme ça vous le savez. Hein. Et comme ça, vous n'avez pas ce problème d'image laiteuse. Regardez maintenant, je vais vous montrer. Je vais donc regardez, j'ai plus ou moins la même ici. Hein, voilà, on a le même problème. Vous avez vu, hein, c'est laiteux. Regardez maintenant, je vais réimporter. Lequel est-ce que je vais réimporter? Ben celui-là, tiens. Voilà, le fichier est importé, regardez. Donc là, vous avez toujours le même problème du 3450, à savoir des noirs laiteux. Regardez maintenant. Voilà, ici, si je me mets une image plus ou moins similaire, voilà, vous avez vu, vous voyez bien la différence? Regardez, hop, hop. Il y a vraiment une nette différence de couleur. Hein, voilà, donc ici, capital, hein, sorry si c'est un peu long cette vidéo, mais ça c'était capital à comprendre si vous voulez pas obtenir à votre sortie des blancs laiteux, etc. Des images très très moches. Hein, voilà, donc à vous de voir, RGB, YUV. Alors rapidement, je vais vous parler d'une dernière option ici qui est l'Alpha Channel. Alors l'Alpha Channel, c'est quoi? En fait, je vous en parlerai plus activement lorsque je vous parlerai des effets spéciaux, des incrustations de logos, etc. L'Alpha Channel, c'est le signal de découpe. Quand par exemple vous avez un titre, ben, votre titre, il faut bien que les lettres elles soient opaques, donc qu'on les voit, et par contre que le fond soit transparent pour qu'on voit l'image en dessous. Par exemple, c'est un exemple. Donc voilà, alors en fait, de nouveau, il y a une inversion entre les conventions informatiques et les conventions de vidéo. À savoir que lorsque vous...
vous travaillez dans un système informatique, eh ben, vos images, si vous utilisez donc la couche alpha, donc l'affichage de l'alpha, avec un code, le blanc, ça va être donc l'opaque, ça c'est en vidéo. Et le noir, ça va être le transparent. Alors qu'en informatique, si vous travaillez en informatique, donc le noir, ben, ça va être l'opaque. Et le blanc, ça va être le transparent. Donc moi, ce que je vous dis ici, voilà, comme vous voyez, black égale opaque. Ici, comme on travaille en vidéo, on va plutôt travailler en white égale opaque. C'est-à-dire donc tout ce qui est blanc, hein, va envoyer de la lumière, ne va pas laisser passer ce qu'il y a en dessous. Ce qui est noir, ben, on verra ce qu'il y a en dessous. Vous inquiétez pas, je sais que pour vous, là, ce que je dis, ça doit être un petit peu bizarre. C'est difficile d'expliquer rapidement ce que veut dire la couche alpha si on n'a pas déjà des notions de transparence, d'opacité, etc. Je vous expliquerai ça plus activement dans les effets spéciaux. Pour l'instant, conservez ce réglage-là. Les autres, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Sincèrement, je n'y touche jamais dans mes montages. Si éventuellement je dois revenir dessus, je reviendrai dessus. Ça va? Ok. Ah oui, peut-être celui-ci qui est intéressant, hein, donc, à savoir pour détecter si vous avez une suite d'images, donc une séquence en time-lapse, à savoir de plusieurs photos hein, qui ensemble font une petite animation, il peut détecter automatiquement des fichiers qui sont donc des images qui sont l'une à la suite de l'autre, pour en faire un time-lapse direct. Ça peut être intéressant. Moi, je ne vais pas utiliser de time-lapse, je ne vais pas vous enseigner ça, donc pour l'instant décoché, mais ça peut être intéressant. Bien. Ceci étant réglé, on peut faire OK. Alors, il y a un deuxième réglage très important, si pas le plus important. Donc, je vous ai expliqué ici en ingestion, on crée un média. On en recrée un par rapport au rush, on importe, on ingère et on recrée. Donc, il faut bien gérer la création de médias dans notre Avid. C'est donc ce que fait le réglage ici, le settings Media Creation, création de médias. Voilà, celui-ci, il est vraiment, vraiment à vérifier. Alors, dans un premier temps, vous avez ici le Drive Filtering et Indexing. Pour l'instant, je pense pas que vous ayez besoin de vous en préoccuper. En fait, le principe, c'est en fait de pouvoir éviter, c'est encore un principe de sécurité, qui vous permet d'éviter donc de surcharger vos disques durs. Tout ça, c'est pour les pros. Bien, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les autres onglets. Alors ici, on va parler de la capture. Voilà. Alors ce que j'ai ici, je vous ai expliqué hein, que j'ai pas de lecteur Betacam, donc c'est pas trop la peine d'en parler. Hein, donc on va plutôt directement aller sur les settings Import. Alors qu'est-ce que ça veut dire ceci? Video Resolution DNX HD, sorry, je perds mon accent anglais, 120 MXF. Et ben voilà, en fait, je vous ai expliqué donc OP-Atom. On crée un média, on transcode le fichier qui a été importé, et on le crée. Mais dans quel codec est-ce qu'on le met? Dans quelle résolution? Et ben voilà, c'est ici que vous le réglez. Ici, en l'occurrence, moi j'ai sélectionné ici, en l'occurrence, pour un ancien projet, de le placer en codec DNxHD. Le codec DNxHD, c'est un codec qui est propre à Avid. Alors, d'habitude, je travaille moi personnellement en ProRes. Voilà, parce que je suis sous Mac. Sur PC... Je sais, vous n'avez peut-être pas le ProRes. Je ne sais plus si Avid gère également le ProRes sur Windows. À voir, parce que c'est évidemment un codec qui est d'Apple, le ProRes. Hein, vous le voyez, Apple ProRes. Et qui donc est géré nativement par QuickTime et par les composants QuickTime qui sont disponibles nativement dans le système macOS 10. Peut-être pas, qui n'est pas disponible sous Windows, donc peut-être que là, vous ne l'avez pas. C'est très simple, je vous le dis tout de suite. Si vous hésitez, messieurs de Windows, vous utilisez encore une fois le DNxHD. Le DNxHD 120, c'est très bien, ça marche très très bien. Retenez ça. Tout ça, évidemment, tout ça, ça dépend aussi du workflow. Il faudra peut-être que je vous fasse quelques formations sur la technologie vidéo pour que vous compreniez mieux quel codec est adapté dans quel cas. Retenez en fait ici à la base que 120, si je suis sur DNxHD 120, c'est le débit. Ça veut dire du 120 mégabits seconde. Je vais rester sur l'Apple ProRes MXF pour l'instant. Et donc ici, Video Drive, Audio Drive, ça veut dire où vont arriver mes fichiers transcodés. En l'occurrence, moi, ils arrivent sur mon disque dur externe. Vous voyez ça? Voilà, alors ici, je ne peux pas choisir mon disque dur interne. À mon avis, c'est parce que j'ai un problème de table de partition. Je dois reconfigurer mon Fusion Drive sur mon iMac. À mon avis, c'est ça. Logiquement, chez vous, vous devriez pouvoir le sélectionner. À moins que je dise des bêtises, même les formateurs se trompent. Voilà. Alors donc, Video Drive, Audio Drive, vous pouvez décocher. Donc voilà, et vous pouvez de nouveau faire en sorte que la vidéo et l'audio soient en essence séparés. Vous comprenez? Donc voilà, et là, vous pouvez choisir de nouveau où est-ce que vous mettez l'audio. Vous pouvez mettre l'audio dans un tout autre endroit que dans votre disque dur interne ou externe. En l'occurrence, moi, je mets tout en un seul fichier MXF.
sur mon disque dur externe. Alors voilà, ça c'est pour l'import. Et alors vous avez la petite option qui s'appelle Apply to All. Regardez si je fais Apply to All ici, qu'est-ce qui se passe? Pour le Mixdown and Transcode, le Mixdown and Transcode, c'est quand vous faites en fait un mixdown, donc quand vous transcodez vos propres rushs que vous avez déjà importés, etc. Dans l'AMA, je vais aborder ça dans les settings AMA, mais il va de nouveau, voilà, vous voyez, il va de nouveau mettre dans ce même format. Alors, le motion effect, oui, ça ici, il n'y a rien à régler, c'est juste quand vous faites des motion effects, donc autrement dit, c'est des effets de mouvement. Et le render, ben, en fait, le render, c'est quand vous faites un effet spécial, vous devez recalculer des images, et donc il faut replacer, donc recalculer un média. Hein, et donc, de nouveau, ce média recalculé va arriver en Apple ProRes MXF, si vous faites Apply to All. Moi, personnellement, je travaille toujours comme ça. Si vous désirez vous amuser, bah, amusez-vous. Hein. Mais de nouveau, si vous mettez des formats, des codecs différents partout, ça va pomper sur votre... sur les ressources de votre machine. Bien, alors ensuite, le media type, eh ben ça, voilà, ici vous n'avez pas le choix. C'est le MXF, voilà, vous n'avez pas le choix, donc ça veut dire que c'est le container MXF. Si vous travaillez en SD, vous auriez le choix entre le container MXF et le container OMF. Parce que on peut, voilà, sur la HD, c'est d'office en MXF. Je vous rappelle, les MXF, ce sont des containers, et ce sont les containers, comme vous voyez ici. Donc voilà, hein, j'ai configuré que ça arrive sur mon disque dur externe et donc ça arrive dans Avid Media File, MXF. Et donc vous voyez, ça arrive en .mxf. Voilà, ça c'est le container dans lequel ça va arriver. Une fois que ceci, donc voilà, une fois que ceci est bien configuré, là vous êtes sûr de où vont arriver ces fichiers, dans quel codec, dans quelle résolution, en fonction de là où vous avez configuré votre projet. Et donc tout est... Logiquement, tout est OK. Donc là, maintenant, vous savez, vous maîtrisez à 100% votre méthode donc d'importation. Voilà. D'importation, en tout cas par ingestion. Donc, vous savez importer vos rushs directement dans Media Composer et les gérer. Donc maintenant, on va parler des plugins AMA. Et je sais que cette vidéo est assez longue. Veuillez m'en excuser.